Bonjour à tous. Je suis François Thieulois, je dirige l'expertise chez BPI, à la direction de l'accompagnement chez BPI France. Et je suis vraiment ravi d'aborder le sujet de l'imaginaire aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on... Alors on est dans la bulle French Fab, on parle d'industrie. Pourquoi est-ce qu'on veut parler d'imaginaire ? Parce que c'est vraiment clé. Je vous donnerai juste quelques exemples. Hier, il y avait la partie Deep Tech, donc vraiment la partie des gens des labos, qui faisaient leur réunion pour inciter les labos à créer des startups. Avant même que Nicolas Dufourc intervienne, on a eu Xavier d'Horizon pendant 20 minutes, qui est un scénariste de films, de BD, qui a parlé justement d'imaginaire en disant, en fait, la vraie question, c'est de faire rêver. Si vous comparez l'image que fin 19e, on pourrait avoir du futur, du monde, de l'industrie, et celle qu'on a aujourd'hui, on avait quand même deux choses très très différentes. À l'époque, vous aviez Jules Verne. Jules Verne, c'est un peu toujours la même histoire. Vous avez un ingénieur qui est perdu sur une île au milieu de nulle part. Et en gros, il fait ce qu'on fait MacGyver aujourd'hui. Il se débrouille. Et grâce à sa compréhension du monde physique, il se recrée une vie. Aujourd'hui, le futur, c'est plutôt on va tous mourir, des dystopies hyper tristes. Ça fait pas rêver. Vous avez ça d'un côté. Donc soit de la dystopie qui fait pas rêver, soit vous avez un certain nombre de personnes qui vous disent en fait ce qu'on veut c'est passer le PIB, la part de l'industrie dans le PIB de 10 à 12% du... Moi perso c'est pas pour ça que je me lève le matin et pourtant je suis un grand fan d'industrie, ça me fait pas rêver et je vois pas comment on peut faire rêver des gens en leur disant ouais on va se battre parce qu'on va faire 20 milliards de ou 200 milliards de plus dans l'industrie, ça fait pas rêver. Donc la question c'est qu'est-ce qui va créer une envie. On en a vraiment besoin parce que c'est là où on parle d'imaginaire, ça paraît super abstrait. De manière hyper pratique, j'avais une table ronde ce matin où on disait bah ouais, à la fin de l'histoire, si vous voulez que les smartphones gagnent en souveraineté, nos smartphones, il va falloir qu'on ait des mines en France. Ça vous fait rêver d'avoir une mine à côté de chez vous ? Bah si on ne crée pas un collectif commun, quelque chose qui va ensemble, on risque pas d'accepter d'avoir des mines ou des usines à côté de chez soi. Donc pour parler de ce sujet qui est vaste, immense, et qu'on n'est pas, j'ai déjà dit, on risque pas de l'épuiser en 20 minutes. J'ai deux intervenants d'une qualité incroyable. Merci Anaïs, merci Aurélien d'avoir accepté mon invitation. Donc Anaïs Wagilis, qui est chercheuse à l'université Poitiers, je dis pas de bêtises. Merci. Et qui est ancienne consultante, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets de réindustrialisation. Ta thèse, c'est 2014-2016, je sais plus, par là, sur l'industrie et la réindustrialisation. Donc c'était assez visionnaire à l'époque. Aurélien Goyer, qui est directeur marketing, je ne sais même plus si j'ai pensé à noter ton titre, chez le cabinet de conseil OPO et qui justement travaille beaucoup aussi sur ces sujets de redonner du sens avec un podcast que je recommande, Industry for Good. Et il y a deux podcasts d'ailleurs, Industry for Good et Circular for Good, où il y a des intervenants de grande qualité qui racontent justement leur vision du monde. J'ai pas forcément prévu de questions. Pour moi, c'est un peu vos visions. Je te laisse Anaïs démarrer. Honneur aux dames. Bonjour à tous. Merci d'avoir organisé cet échange, je ne dirais pas de débat, cet échange sur la notion de récit et d'imaginaire dans l'industrie. C'est en effet un sujet que j'ai commencé à travailler dès le début de ma thèse, de comprendre quels étaient les imaginaires autour de l'industrie. Mais c'est parti du constat que l'industrie avait eu un rôle structurant dans l'histoire de l'Occident et que quand on parlait de réindustrialisation, il fallait forcément interroger la manière dont on allait réindustrialiser. Pourquoi faire ? Dans quel projet de société ? Pour répondre à quel grand défi ? Et aussi le fait que l'industrie, elle est porteuse de paradoxes. À la fois, on la voit comme un emblème d'émancipation, comme la fin du travail, mais aussi un emblème de relégation sociale, de domination de l'homme par la machine. Il y a des imaginaires très contradictoires, mais depuis la désindustrialisation, on se rend compte que les visions négatives de l'industrie l'ont emporté sur un discours potentiellement positif. Et donc l'enjeu et la réflexion, et on partage avec Aurélien régulièrement sur ces sujets, c'était quels peuvent être les récits pour l'industrie pour donner envie aux gens de se saisir du sujet. En fait, mon travail, c'est pas de dire il faut réindustrialiser, même si je parle beaucoup de réindustrialiser. Mon ambition, c'est de dire aux gens saisissez-vous du sujet parce qu'il est crucial pour votre avenir. Et donc, quand on se saisit du sujet, on contribue à produire des imaginaires, on contribue à produire des récits.
Et c'est aussi un appel à décloisonner ce qu'est l'industrie. Parce que quand on parle d'industrie, on voit très bien des industriels, on voit des acteurs publics comme la BPI, comme la Caisse des dépôts. Mais on aura une réussite de renouer le couple industrie-société quand ce sont les gens qui traditionnellement ne s'emparent pas de l'industrie qui en parleront. Des plasticiens, des scénaristes, des architectes, parce qu'ils contribuent à façonner le monde, ils contribuent à aménager le territoire et ils peuvent contribuer à améliorer ces récits. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Alors ça va être... on va beaucoup digresser, hein. Je vous préviens à l'avance, au moins vous êtes au courant. Moi, un des sujets qui m'a beaucoup intéressé, c'est d'essayer de comprendre pourquoi pendant toutes ces années, on a fait le choix politique, économique, de décider que l'industrie, c'était plus la priorité. Et je l'ai abordé de manière vraiment, ce sujet-là, de manière très candide, en disant, mais en fait, pourquoi depuis 40 ans, on a une espèce d'impression de politique d'essuie-glace où on nous demande en 2023 d'aimer l'industrie, de la considérer directement comme un véritable pilier sociétal. On a la loi Industrie verte, on a France 2030, on a plein d'initiatives. On a eu 2 jours en grande pompe sur BFM sur la réindustrialisation portée par l'Élysée. Et en fait, moi j'ai l'impression qu'on nous demande de réaimer ce qui s'est avéré être pendant les 30 précédentes années une espèce de star oubliée. Et je trouve que ce qu'on nous explique assez mal, c'est pourquoi on devrait redévelopper un rapport quasi charnel avec un secteur qu'on a choisi d'invisibiliser et de supprimer pendant... c'est pas un égarement de 2 ans où on s'est dit « Ah, on s'est un peu planté ». C'était un vrai choix politique. Et donc du coup, la question que je pose un petit peu à l'envers, on pourra rentrer dans le détail de toute cette période-là, mais c'est toujours cette bonne vieille réponse au why de Simon Sinek. Pourquoi on doit refaire de l'industrie? On voit qu'il y a vraiment un différent son de cloche. On ne sait pas trop si les Français arrivent à se reconnecter avec ce sujet. On ne sait pas trop si les Français, finalement, adhèrent avec l'idée de refaire de l'industrie quelque chose de central dans la société. Ce qui est sûr, c'est quand il s'agit, comme tu le disais, d'avoir une mine qui est creusée à 10 bornes de chez nous, d'un seul coup, notre rapport à ces sujets-là et au grand sujet de souveraineté industrielle française, on se rend compte que tout ça est très ambivalent. Je crois que le sujet, c'est pas de savoir si on aime ou pas l'industrie. D'ailleurs, c'est pas de vous aider à l'aimer plus ou à l'aimer moins. C'est plutôt d'essayer de s'assurer qu'on a tous une compréhension commune du fait que, qu'on le souhaite ou non, c'est absolument omniprésent dans nos vies. Et qu'aujourd'hui, s'intéresser à l'industrie, c'est la possibilité de changer aussi les choses et de faire que le de réindustrialisation ne signifie pas une répétition de l'histoire et des mécaniques qui ont été mises en avant et utilisées à l'époque. Moi, ce de réindustrialisation, il m'angoisse un peu. Parce que quand on refait quelque chose, je sais pas, on se remet avec son ex, on refait une erreur. Et en fait, il y a plusieurs éléments qui nous laissent penser qu'on est en train d'essayer de reproduire à l'identique un schéma dont on est un petit peu mélancolique, cette espèce de... On trouve beaucoup de mélancolie quand on parle de l'industrie de Pompidou, quand on parle de l'industrie de De Gaulle. Et la question, c'est pourquoi, d'où elle vient cette mélancolie? Elle vient du fait qu'à l'époque, à l'après-guerre, il y avait une espèce de consensus sur des objectifs précis de ce que devait faire l'industrie, c'est-à-dire il y avait un vrai sujet de souveraineté par rapport aux États-Unis, dont De Gaulle ne se cachait pas. Il y avait aussi le sujet des approvisionnements. Il y avait tout un tas de choses. Sur le progrès aussi, les grandes innovations. On voulait Et donc, personne questionnait quelque part ce sujet-là. On fait de l'industrie, on ne fait pas de l'industrie. C'était presque le destin de la nation. Et en fait, depuis l'après-guerre, j'ai l'impression que la France peine à retrouver ses lettres de noblesse à travers un nouveau projet. Et l'industrie, même si on la fait passer demain à 15 ou 20% de PIB, ce qui n'arrivera potentiellement pas du tout à la vitesse où les choses se développent, est-ce qu'on aura quand même répondu à cette question? Mais pourquoi? Au nom de quoi on redonne la place à l'industrie qui soit une place centrale au niveau de la société? Je pense qu'on reviendra sur le pourquoi. Histoire de rendre le sujet vraiment complexe, parce qu'il l'est vraiment, j'ajouterai un bout de comment. Je vais prendre un exemple. On a une start-up qu'on accompagne qui s'appelle Pili, qui fait de la fermentation. Donc, il prend des bactéries pour, à terme, fabriquer... d'abord une partie biologique, donc les bactéries font des trucs. Ensuite, il y a de la chimie pour fabriquer, je vois des jeans ici, le colorant des jeans. Donc, à la fin de l'histoire, les bactéries, c'est une manière savante de parler de microbes. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème de l'imaginaire du microbe. Évidemment, le microbe, c'est sale, c'est Pasteur qui vous dit qu'il ne faut surtout pas de microbes parce qu'on est trop malade. Et donc, eux, ils ont besoin que le microbe redevienne bien. Et donc, ils ont pris ils ont une associée qui est aussi dessinatrice. Et elle est allée chercher des dessinateurs pour faire
une expo qui va s'ouvrir en novembre qui s'appelle Gloire aux microbes. Le truc est quand même assez incroyable pour se dire, tiens, tu parlais d'imaginaire qui change, qui est positif, qui repasse négatif. Et d'ailleurs, l'ambivalence, on reviendra dessus aussi. Se dire, tiens, pour l'imaginaire sur les microbes qui est très négatif, moi j'ai besoin qu'il soit positif, je m'appuie sur des artistes. Donc il y a cette question, on a une vision très rationaliste, très cartésienne de l'industrie, et on voit bien que c'est pas ça qui crée un récit. Oui, parfaitement. Enfin, en fait, on ne peut pas limiter l'industrie à un sujet technique. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et en la limitant à un sujet technique, on appréhende l'usine. Déjà, on appréhende l'usine, on n'appréhende pas tout l'écosystème qu'il y a autour. C'est une première fragilité. Et deuxièmement, on ne cherche pas à construire un consensus avec l'ensemble des citoyens. C'est-à-dire comment est-ce que les citoyens s'emparent de ce sujet et voient un intérêt dans l'industrie pour leur avenir, pour la soutenabilité du modèle, etc. Et donc, bien entendu, on peut mettre des récits en avant de réussite industrielle, de gens qui ont changé les modèles, mais on doit aller plus loin. C'est-à-dire, comment la société se met en mouvement, comment est-ce qu'elle contribue à soutenir son industrie. Alors, on parlait de Gaulle et de Pompidou, c'est une époque qui était fondamentalement différente. On n'est pas dans le cadre européen. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'économie est détruite, donc il a fallu la reconstruire. Mais on a des gens qui ont une vision très claire de ce qu'était l'industrie, de ce qu'il fallait pour l'indépendance, et qui en même temps, cette vision de grande filière pour assurer notre indépendance est ce qui a contribué à fragiliser notre tissu industriel. Parce qu'on a misé sur des grands donneurs d'ordre qui n'ont pas toujours joué le jeu du territoire en s'internationalisant. Et ça laisse tout un passif aussi dans les territoires et dans le regard de chacun sur ce qu'est l'industrie. Et puis après, il y a le débat, oui, sur les mots, quels sont le bon mot. On a le débat, est-ce que industrie est encore le bon mot parce qu'elle s'hybride, parce qu'on ne sait plus dire, on dit est industriel par les procédés qui vont être utilisés. Si vous êtes capable de la traiter la masse, on va parler d'industrie touristique, d'industrie dans les hôpitaux. Et donc, il n'y a plus vraiment de limites. Et de la même manière que dire on va refaire. Alors hier j'ai eu une discussion là-dessus sur l'imaginaire. Je présentais mon sujet dans le cadre d'un séminaire de recherche et quelqu'un m'a dit mais tu pars du présupposé qu'en réindustrialisant faut pas faire la même chose. Et moi j'ai répondu à cette personne en fait je pars du présupposé. Je sais pas si c'est un présupposé. La réalité c'est que tous les gens qui parlent de réindustrialisation n'interrogent jamais le pourquoi on le fait, donc le comment et le quoi. Et c'est ces questions qui sont fondamentales. C'est-à-dire qu'on peut mettre beaucoup d'argent public sur la table, mettre des capitaux privés. Si on ne recrée pas ce phénomène d'adhésion, bien au prochain changement d'idée, à la prochaine crise ou autre, eh bien, on reviendra sur les phénomènes qu'on a connus avant, avec des logiques de coûts qui peuvent rimer sur le reste, le fait qu'on ait moins d'attachement au territoire, etc. Mais je m'éloigne un peu du sujet là. Non, tu parlais des mots, et d'ailleurs le mot, la racine étymologique d'industrie, déjà, elle a fait que paver la voie vers une incompréhension de ce que c'était, parce que cette étymologie, en fait, industrielle à racine latine, elle est hyper ambivalente. Depuis jusqu'à il y a très récemment, ce mot exprimait tant des aspects très spécifiques techniques et tant des concepts très larges comme l'habileté, la précision. Et donc en fait, déjà, quand l'étymologie n'est pas claire, ça n'a fait que paver la voie sur une incompréhension de ce que c'était. Maintenant, il y a aussi un sujet d'image. On se fait souvent la remarque, si vous tapez industrie sur Google, le résultat, il est éloquent. Il est éloquent pour deux raisons. Déjà parce que moi qui travaille dans ce secteur, ça me dérange ce que je vois qui ressort, parce que je sais que l'industrie, celle que je vois dans les usines que j'ai l'opportunité de visiter, elle n'est pas celle que je vois sur Google. Et en fait, on voit un agrégat de deux types de choses en particulier. Si on grossit un petit peu le trait, on a de la fumée, la fumée des robots, et on a une espèce de truc bizarre, à moitié Minority Report avec des écrans et des trucs. On a voulu dire le digital c'est trop cool. Alors déjà, si on a prévu, il y a tout un tas d'arguments qui sont réutilisés pour rendre l'industrie plus palpable et tangible pour les citoyens. Ça génère de l'emploi. Quel type d'emploi ? On ne répond pas encore à cette question. C'est bien de générer des emplois, mais on n'est pas juste au service d'un projet quinquennal de dire on veut faire de l'emploi. Ça n'est qu'un critère. Il y a également le critère du lien social. Le lien social, l'industrie, c'est un secteur dans lequel, contrairement d'ailleurs au numérique, c'est ce qu'on reproche beaucoup au numérique, qui permet à des strates de la société très différentes de se fréquenter. C'est un véritable argument. Il y a le sujet de l'environnement. Comment on peut créer des solutions
au vu de la magnitude de l'urgence environnementale, sans l'industrie, ça n'est pas possible. Les gens qui vont faire ça, c'est les ingénieurs, et notamment les ingénieurs de l'industrie. On a plein de raisons comme ça un peu linéaires d'expliquer que l'industrie, elle est positive pour notre pays. Le seul problème, c'est que l'industrie, pour moi, elle pourra avoir la plus belle image, redorer son blason, changer son imaginaire, raconter des super récits. Tu veux bouger la table ? Ah, très bien, merci. C'est ça, exactement. On mouille le maillot. Pour moi, l'industrie, même si elle changeait tout ça, même si demain on claquait des doigts, on trouvait la solution pour la re-rendre sexy. Bon, déjà, je ne vais pas me relancer là-dedans. J'ai écrit une tribune, un pamphlet sur pourquoi on arrête de dire l'industrie c'est plus Zola. En fait, heureusement, on est censé être content du fait que ce soit plus Zola. Donc bref, j'ai écrit un truc là-dessus. Je ne vais pas vous refaire la paraphrase. Mais même si on trouvait toutes les solutions d'image autour de l'industrie, on aurait toujours un problème, c'est que l'industrie, elle est coincée. Elle est coincée parce qu'à l'après-guerre, elle avait une mission précise. Et aujourd'hui, l'industrie, quand on en parle dans les médias, quand Bruno Le Maire en parle, pour ne pas citer de politique directement, même quand le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps sur Industrie for Good, justement, en parle, on sent que c'est une industrie qui est une industrie outil, parce qu'elle est l'outil du besoin qu'on a de refermer ce trou dans la balance commerciale. On a l'impression que l'outil, elle est au service de quelque chose et dont on la voit comme un espèce d'outil économico-politique. Mais tant qu'on aura cette image-là et que l'industrie sera juste là, dans la perception collective, pour l'idée de vendre plus de trucs, et qu'on ne rediscutera pas ouvertement de... Et si on arrêtait d'importer un tout petit peu de trucs, en fait, on aura beau avoir la plus belle image, on reviendra tout le temps dans les mêmes travers. Si vous prenez l'exemple des véhicules, aujourd'hui, en 2022, on a vendu pour 44 milliards de véhicules automobiles, on en a importé 62 milliards. Pourquoi ce chassé-croisé ? Si on consommait 40% de moins de véhicules étrangers et qu'on roulait un peu plus dans nos propres bagnoles, et la vérité, c'est que les 18 milliards dont on a tant parlé pour la retraite, si vous faites le calcul, peut-être qu'on les a trouvés en fait, dans un rétablissement qui est naturel de la balance commerciale. Et là, l'industrie, elle a un propos. Parce qu'elle vient apporter de la valeur aux citoyens. Elle n'est pas juste là pour qu'on soit content, pour avoir une belle petite ligne de chiffres et plus de lignes rouges dans notre Excel. Et je vais m'arrêter de parler parce qu'Anaïs, je suis sûr que tu as des commentaires. Non, mais je voulais réagir sur l'industrie. Moi, j'entends beaucoup de gens dire l'industrie, c'est plus Zola, c'est plus les temps modernes. Et aussi, l'industrie, c'est totalement automatisé maintenant, c'est magique, etc. C'est les deux choses que j'entends le plus de gens qui viennent vouloir faire la promotion de l'industrie. Et je dois vous avouer que ça me crispe énormément parce que, toutes les industries ne sont pas totalement automatisées, que la quête de sens dans le travail, elle passe pas par le fait d'avoir des machines qui font papa-maman. Elles sont sur des choses beaucoup plus importantes, que sont les valeurs véhiculées par l'entreprise, les missions qu'elle se donne, la finalité des produits aussi. Je pense qu'il y a beaucoup plus de fierté quand vous faites un produit qui contribue à apporter des réponses à la lutte contre le réchauffement climatique, quand vous faites un énième produit de grande consommation dont on sait que le bilan environnemental est parfaitement mauvais. Et donc déjà, c'est casser ça. Et la deuxième chose qui m'énerve le plus, quand on parle de Zola, quand Zola a écrit Germinal, c'était à la fin du 19e siècle. Il y a plus de 100 ans. Heureusement qu'en 100 ans, les industries ont largement évolué. Il faut arrêter de se moquer de nous et nous expliquer qu'on peut manger par terre. Parce qu'en plus, derrière ça, il y a quelque chose de beaucoup plus critique qui se joue. C'est qu'on invisibilise une pénibilité. Ça ne veut pas dire que l'industrie est l'apanage de la pénibilité, ça veut dire qu'il y a aussi des métiers qui sont durs dans l'industrie et que si on n'en prend pas conscience, on n'apporte pas de réponse, mais on contribue aussi à invisibiliser certaines réalités sociales dans l'industrie et dans notre société. Et donc, quand on pense la réindustrialisation, on doit apporter des réponses à ça. On doit aussi donner la parole aux gens qui travaillent dans les usines et pas seulement aux décideurs de l'industrie. Et ce matin, il y avait quelque chose qui était organisé par le Lab de BPI et Thomas Huriez de 1083, je le cite parce que ce qu'il a dit était très juste et que je ne voudrais pas le paraphraser. Il a dit, il y a un truc qui me choque, c'est quand vous parlez des ouvriers ou des opérateurs, vous dites les ouvriers et les opérateurs. Vous ne les appelez jamais par la diversité de leur métier. Vous dites jamais que c'est un ouvrier qui va travailler, qui va avoir une fonction spécifique sur un métier, mais vous ne parlez pas des cadres. Vous ne parlez jamais des cadres en général. Vous appelez les gens par leur métier. Donc, redonner du sens, c'est aussi nommer les choses, c'est donner la voix à ces réalités et aux personnes dans cet espace public et arrêter de dire que tout est beau, tout est parfait. On ne veut pas que tout soit beau, tout soit parfait. Il y a nulle activité économique où tout est beau, où tout est parfait. Mais nommer les choses, c'est déjà aussi apporter une réponse et c'est déjà contribuer à changer les imaginaires.
Surtout que... Attends, juste sur le point du sens, je citais un exemple, expérience vécue. J'étais patron de l'usine qui a depuis conditionné les vaccins Pfizer. Et donc, vous avez vu les flacons, ces petits flacons en verre comme ça. Et vous avez des opératrices du Mirage pour préciser ce qu'elles faisaient. Donc, c'était au service Mirage, des mireuses, qui donc regardent, mirer c'est regarder, hein, qui regardent une dizaine de milliers de flacons dans la journée. Ou dans la nuit, hein. Elles peuvent tourner en 3/8. Donc, au milieu de la nuit, elles sont en train de regarder un flacon passer. Sincèrement, d'abord, c'est un métier très compliqué. Il y avait quasiment que des femmes parce que les hommes en étaient totalement incapables. On n'arrivait jamais à les habiliter parce qu'évidemment, il faut montrer qu'ils savaient le faire. Et une fois, je demande à la dame si elle est contente de ce qu'elle fait. Elle me dit, mais c'est simple. Si moi, je rate, c'est un patient qui meurt. Parce qu'évidemment, s'il y a une fissure dans le flacon, il y a des microbes qui vont rentrer dedans, même si j'ai vanté les microbes tout à l'heure, pas quand il rentre dans vos veines. Donc, vous mettez en péril la vie du patient. Elle avait tellement intéressant. C'est pour ça qu'elle risque de contaminer un patient. C'est ça le sens. Et on parle d'opératrice là. C'est pas un politique BPI qui parle sur. Pardon, je t'ai coupé. Non, c'est intéressant et je pense que c'est paradoxal. En fait, personne n'a jamais demandé à ce qu'on... Si on analyse un petit à 25 ans, une très mauvaise 7%. 30% des gens ont un rapport ambivalent. Ils n'iraient pas nécessairement bosser dans l'industrie. Un tiers des gens. Mais du coup, c'est plutôt un ratio parce que, par exemple, le ratio pour le public, c'est 41%. Quand 33% de jeunes disent « je suis pas hyper chaud pour aller dans l'industrie », le rapport sur bien le plan économique, il est super. Et moi, je me questionne à qui on s'adresse quand on faut des nouveaux images. Parfois, je me pose la question qui on essaie de... L'excellence, de diversité, c'est un secteur... D'ailleurs, j'ai pas de problème, mais c'est pas une histoire de choix. Si on remet en avant un secteur de manière hyper hégémonique, ce qui est hyper positif comme nous, mais c'est juste... tout est accessible. Quand on parle d'imaginaire, il y a un peu condescendante. On va décréter un nouvel imaginaire, on va leur montrer les Walt Disney. On nous a demandé de dire tout exigeant. Le seul truc en industrie, c'est de dire arrêtez de penser qu'on y envoie 6. En fait, les notre porte, tout simplement. Essayer de montrer, alors que vraiment, on est seul dans notre délire. Personne n'a demandé de dire que c'était parfait. Par contre, c'est un dénigrement sur les métiers manuels. Et je pense que l'artisanat a fait des campagnes qui ont permis de remettre l'artisanat dans le cœur. Mais c'est quelque chose qui vient de très très loin, ce dénigrement des métiers. Je pense que vous connaissez peut-être tous, ou je vous le conseille de lire, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui introduit ces des gens qui sont programmés génétiquement pour faire léger, sont beaux, grands, élancés, ils ont toutes les qualités physiques, et les autres, on dit qu'ils sont petits, portrait du genre non idéal, selon le point de vue de certains. Mais on a introduit très tôt, parce que ça c'est une œuvre qui date des années 30, cette segmentation monde manuel, monde et monde intellectuel, alors que vous pouvez faire des choses intellectuelles sans vos mains. Essayez de faire des choses possibles. Enfin, tout le travail, après, ça induit, il y a eu le Fordisme, il y a le travail à la chaîne, on a enlevé tous les éléments cognitifs de certains métiers, ce qu'on transfère maintenant dans certains métiers de service. Et donc, à partir du moment où vous avez totalement dénigré ce métier, comment on envie à des générations de faire ces métiers? On fait l'offre de formation, de dire... Enfin, je veux dire, tu t'es incrédule. C'est plutôt talent de savoir travailler avec la tête. Oui, tout à fait. Alors après, je suis animateur FX, formation professionnelle. Si vous voulez qu'on prenne la dernière partie, plutôt... Alors, c'est ça. 30 sur qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme solution. Je pense que c'est bien aussi qu'on puisse interagir avec... Dans tous les sens, ça avait déjà été prévenu. Hein. On s'en est pas... Parce que c'est tellement... se dire bon angle, je pense que j'y crois pas une seconde. Des solutions qui sont définitives. On m'accuse exactement ce que je... de réindustrialisation.
de la petite différence si mélange. C'est fini. Il y a sacrément changé. Le sujet, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on n'arrête pas de dire l'industrie, c'est pas le problème, c'est la solution. C'est déjà une partie du problème. Mais c'est surtout qu'elle est. Pour moi, l'industrie, elle a reconnecté les jeunes générations de l'industrie, c'est l'industrie circulaire. 80. Ça veut dire que demain, télévision, 1 milliard dans la 93% de ce qu'on a est vertueux. Est-ce qu'on n'a pas foutu à la poubelle 93% d'argent public? Et tant qu'on ne questionnera pas non seulement les sujets de consommation et que l'industrie viendra répondre à cette... Tant qu'on n'aura pas ça, les jeunes, il n'y aura pas besoin de leur faire de la séduction, des pubs télé. Je vous assure qu'ils seront au rendez-vous. Total Énergie, sur toutes leurs annonces qui concernent les biocarburants et tous les trucs un peu tournés vers demain, ils ont entre 200, 300 et 400 candidatures à chaque ouverture de poste. Les jeunes, ils vont répondre présent. Juste, ils n'ont pas envie d'en loupe en disant en fait c'est génial, c'est sexy. Qui dit ça à 25 ans, tu vois? Voilà. On d'essayer de parler comme eux de trucs de jeunes, se montrent c'est l'excellence pour vendre plus et la consommation, elle ne va pas se réduire. Hein. Donc globalement, c'est cette industrie-là, moi, que j'entrevois et ça réglera une grande partie de nos problèmes. Ce qui était au-delà de celle des entreprises, la finalité des produits, je pense que c'est d'intérêt. Aussi peut-être démystifier l'industrie en sont des promoteurs indirects, notamment le monde de l'enseignement et autres. Et là, l'enjeu,